Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Rond et sur TV Brie dans un café des croissants. Pour ce troisième épisode, dans les épisodes précédents, on a parlé de culture en lutte, on a parlé de l'art et de la politique. Et cette fois, on va parler toujours avec mes invités, donc Sophie du Grand Rond ainsi que Beryl, Grand Rond aussi, Jérôme, prof aux Beaux-Arts et puis représentant syndical SNEAD CGT et Quentin de l'association Mandal. On va parler punk, tiens, la place du punk dans nos vies. Finalement, peut-être que c'est ça qu'il nous faut être, ou alors on l'est tous, ou alors il faudrait qu'on le devienne. Enfin bref, on parle de tout ça. Un café des croissants, générique. Rebonjour, moi c'est Yves, et Sacha et Gouard qui sont derrière les caméras. Comme toujours, vous pouvez intervenir, soit pour s'éloigner, pour tousser, parce que tu souffres un peu, Beryl, soit parce que vous avez des choses à dire. Quentin, je l'ai dit dans les épisodes précédents, tu parles en ton nom propre, c'est important, tu fais partie d'une association culturelle. Tu vas reprendre à titre personnel Le Ravelin. Exactement. Qui est un bar bien connu à Toulouse. Un petit peu. Un chouïa. Et on avait envie de te voir parce que la culture la musique que défend l'asso, c'est la musique punk. En grande partie. En grande partie, ouais. Voilà. Et je crois punk et ses dérivés, quoi. C'est un peu large, mais ouais. Ok, bon, alors je vais rester large parce que autant Gouard ça va vachement l'intéresser parce que c'est un ancien punk, toujours punk à l'intérieur, enfin bon, on sait plus trop. Autant moi, c'est pas forcément ma culture. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cet asso, justement, comment elle fonctionne? On a parlé aussi de gouvernance avec le Grand Rond, hein, une gouvernance horizontale. Comment ça fonctionne à l'asso? Un peu pareil, de manière très horizontale aussi. Voilà, on est un petit collectif de 7 à 8 personnes en ce moment. Et voilà, avec des décisions collégiales sur tout ce qu'on peut faire dans notre activité, donc de programmation de concerts sur les lieux toulousains. Et justement, alors toi, ton modèle économique, il est complètement différent. Vous êtes sur la base du bénévolat. Voilà, oui, voilà. Nous, on est une association, loi 1901. On n'est pas du tout dans une optique de faire de l'argent, ni capitaliste. On ne fait même d'ailleurs pas d'argent. C'est aussi notre façon de voir les choses. Donc, on a beaucoup moins de problèmes que vous à ce niveau. Mais en même temps, vous ne vivez pas de cette passion-là. Voilà, on ne vit pas de cette passion. Non, voilà, c'est une passion. C'est le petit truc différent. Ouais. Et quand tu dis c'est votre façon de voir les choses, est-ce que c'est une façon punk? Enfin, en gros, le punk, c'est quoi pour toi? Et quand est-ce que t'es tombé dedans? Oh là, j'étais gamin. Ouais. Mais non, le punk, c'est quoi? C'est de pouvoir faire les choses comme on a envie, comme on le souhaite, voilà, sans être sans trop de carcans politiques, sans trop de carcans institutionnels, on va dire. Juste qu'on puisse être un peu libre de créer et de proposer des choses. Ok, voilà. Mais c'est aussi une vision un peu critique quand même d'un système. Toujours, oui, c'est aussi en opposition à ce qui peut se passer dans la société actuellement ou à ses débuts dans la société d'alors, quoi. Mais voilà, c'est un mouvement qui est né vraiment en réaction à un système qui était déjà très capitaliste. Ouais, c'est ça, on est bien dans l'anticapitalisme. Et qui continue ce système encore et toujours plus actuellement, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'on ne s'était pas tellement éloigné de notre question de sobriété, de décroissance, parce qu'on est là-dedans. Dans l'association, tu disais, vous êtes 7 ou 8. Ouais. Est-ce que la question de la professionnalisation, elle s'est posée à un moment donné? Non, jamais. Jamais? Non. Donc vous travaillez à côté? Voilà, chacune a ses emplois, voilà, à côté de l'association. Ouais. Et non, nous, on veut garder ça quand même en tant hobby passion. Nous, on veut juste proposer des concerts qui plaisent au public toulousain et qui nous plaisent aussi à nous. Tout d'abord, quoi. Ouais, c'est tout d'abord à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on a créé l'association. Nous, c'est parce que c'était aussi toujours en manière de réaction.
on n'avait pas forcément les groupes programmés qu'on voulait voir à Toulouse, donc on le fait, quoi. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme point commun, ces groupes, les groupes que vous aimez? Nous, ces groupes qu'on aime, c'est tout d'abord musical, hein. On a une ligne, on est en train d'établir là depuis 3 ans une ligne particulière, hein, qui est axée sur le punk, mais synth-punk, egg-punk, c'est des choses, voilà, des sous-genres très spécifiques. On a un petit peu de garage, mais on essaye de pas trop promouvoir la musique qui est déjà bien installée dans la ville. Voilà, c'est surtout des groupes qui sont très politisés en général, qui sont très au fait des enjeux de société actuels, sur le genre, sur l'appartenance à des groupes ethniques, voilà, contre le racisme, voilà, faire très attention aussi aux concerts, que chacune puisse trouver sa place sans violence et sans discrimination. Ouais, donc il y a aussi la notion de safe space. Oui, on essaie en tout cas au maximum, voilà, de faire en sorte que nos concerts soient safe pour tout le monde. Ok. Est-ce que la scène punk à Toulouse, c'est historique quand même? C'est assez historique, oui, depuis les débuts. Voilà, ouais, tu peux nous en dire plus? Alors, je ne suis pas toulousain, moi, non, à la base. Pas, okay. Voilà, non, t'es pas historien non plus, mais qu'est-ce que tu sais moi, du milieu punk toulousain, en fait? Il y a toujours une scène qui gravitait à Toulouse, en fait, dès le début des années 80. Il y a toujours eu des groupes, voilà, et des endroits et des lieux pour accueillir ce genre de manifestations. On parlait avec Jérôme dans l'épisode précédent d'une radicalisation un petit peu du discours politique qui assume de plus en plus défendre finalement un modèle, le modèle capitaliste. On le voit très peu en ce moment d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous ressentez ou finalement ça a toujours fait partie de la lutte punk, en tout cas de cette opposition? Vu que, moi, en tout cas, dans mon milieu, avec les personnes avec lesquelles que je fréquente, moi, dans mes idées personnelles, ça a toujours été le cas. Donc, il n'y a rien de nouveau, à part que c'est de plus en plus présent, et surtout, c'est que c'est de plus en plus acquis auprès d'une grande partie de la population, malheureusement, quoi. Mais, il n'y a rien de nouveau, quoi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais ça s'empire. Ouais. Voilà. Et à quoi tu le vois que ça s'empire? Il suffit d'allumer les médias, quoi. Ouais. Donc c'est au niveau du discours? Ouais, au niveau du discours, non, puis de l'acceptation du discours surtout, quoi. Ouais, au niveau... tu vas reprendre le bar Le Ravelin. Ouais. Parce que le propriétaire part à la retraite. Voilà, exactement. C'est un ami et je prends la suite vu que c'était déjà un peu mon quartier général depuis de nombreuses années. Ouais, depuis, tu disais 13-14 ans. Ouais, 14 ans que j'y vais, ouais. Et puis c'est un lieu qui me tient à cœur pour offrir un espace en fait pour les groupes, quoi. Ouais, donc tu prends à titre personnel véritable risque, puisque tu changes complètement. Enfin, en tout cas, je change de risque. Tu changes de carrière. Non, mais je change de carrière, ouais. C'est ça. Et quelle est ton ambition, toi, sur le plan personnel, pour ce lieu? Parce qu'on va parler de lieu, justement. Oui, de réseau, ce lieu, c'est que ça reste un lieu ouvert à tous et à toutes, et à beaucoup de groupes. Voilà, moi je le reprends, ce lieu, avec 2 amis. On le reprend, c'est vraiment pour offrir une scène et garder en fait un lieu de concert rock à Toulouse. Parce que voilà, ça fait 15 ans qu'il existe et il y avait une vraie peur pour une partie du public toulousain, une partie des associations organisatrices de concerts et des groupes que ce lieu disparaisse. Parce qu'il y en a d'autres qui ont disparu, en fait. Il y en a d'autres qui ont disparu, voilà. C'est quelque chose qui est assez fréquent ces derniers temps. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi c'est hors de question que je vois ce lieu disparaître. Et avec 2 amis, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre la succession. Et donc on va continuer à développer des concerts. Là, on a déjà calé 55 dates jusqu'au mois de juin. Okay. Voilà, avec beaucoup de groupes internationaux. Okay. Et voilà, et on va aussi ouvrir sur des choses un peu plus culturelles en dehors de la musique. On va se garder un dimanche par mois pour un dimanche catalan. Okay. Donc là, on a une de mes associées catalanes et on est en train va voir avec les associations catalanes et aussi occitanes de Toulouse. C'est presque impossible à Toulouse, la fameuse culture toulousaine catalane. Tu couperas ça, s'il te plaît, Gouard, au montage. Merci. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et on parlait de lieux qui ont fermé, donc c'était super important que le Ravelin ne ferme pas. Mais tu n'es pas toulousain, tu as vécu la fermeture, toi, de Mixart. Oui, moi, ça fait 16 ans que je suis ici. Donc, voilà. Donc tu l'as vécu, ou de la Dynamo, donc ça, c'est des choses c'est des lieux qui ont disparu, et c'est bien dommage. Et surtout, c'est des lieux qui ont disparu sous ce mandat-là, enfin, c'est pas... ça fait 10 ans qu'il y a une personne, qui a un candidat actuel qui ne facilite pas les choses au niveau de la musique, non? Ouais, c'est ça, quand même, parce que pour le coup, c'était des musiques aussi, c'était pas n'importe quelle musique. Mixart, c'est un très gros lieu autogéré qui est quand même une grande tendance punk, on va dire, dans beaucoup des personnes et de ce qui était produite, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et justement, comment est-ce que j'ai envie de faire le tour? Comment est-ce que vous l'avez vécu, la fermeture de la Dynamo, la fermeture de Mixart, en tant
en tant qu'amateur de culture, au sens large, enfin, je l'imagine en tout cas. Jérôme, peut-être ? Le signe que ça a envoyé vers moi, puis pas mal de gens, je pense, dans mon milieu, assez clairement, la fermeture de Mixart notamment, qu'on soit... Je précise juste que Mixart, c'était pas que de la musique, mais il y avait effectivement de la musique. Oui, parce que moi, c'était plutôt... Il y avait de la musique, mais il y avait aussi des ateliers d'artistes. Et, donc, une chose qui manque cruellement à Toulouse, les ateliers d'artistes, justement. C'est vraiment une ville qui est notoirement déficitaire sur la question des ateliers d'artistes, et certainement pas proposée par la ville, justement. Donc, c'est important qu'il y ait des initiatives alternatives, associatives, qui puissent proposer des ateliers. Mixart, c'était un de ses rôles. Le signal que ça a envoyé, y compris pour des gens d'ailleurs qui n'étaient pas le public de Mixart, c'est qu'un lieu comme celui-ci, aussi inscrit dans l'histoire de la ville, puisse fermer, c'est qu'il y allait avoir un appauvrissement de la diversité culturelle de l'offre et de la structuration culturelle et artistique de la ville. Et effectivement, c'est pas démenti depuis. Une des choses qu'on voit là actuellement, sous les deux mandatures de la mairie actuelle de Moudinque, c'est qu'il y a une raréfaction et un appauvrissement de la diversité de l'offre culturelle en fait, et des acteurs culturels. Oui, puis comme tu le disais, la culture, c'est tout un parcours aussi. Hein. Ça va de la résidence d'artiste, de la formation professionnelle des troupes de théâtre, jusqu'à l'aboutissement, le concert, la tournée, etc. Il y a un truc qui me semble particulièrement inquiétant à Toulouse, et malheureusement, ça se vérifie aussi dans d'autres villes, mais c'est que c'est une ville où il y a peu d'ateliers d'artistes, il y a peu de lieux dans le champ des arts visuels. C'est peut-être différent pour les arts vivants, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peu de lieux de travail pour les artistes visuels. Et que ce soit les arts visuels ou les arts vivants, la musique, le théâtre, etc., la formation artistique est beaucoup attaquée. Alors, pas que par la ville, là aussi, c'est la région, l'État, mais un contexte où les artistes ont peu de structures pour produire, pour travailler, et où la formation artistique est massivement malmenée, ça dit quand même un projet politique, justement. C'est-à-dire que si à un moment donné, on empêche les gens de se former, ou qu'on leur propose de mauvaises conditions pour se former, et qu'on leur donne pas les outils de travail également pour que l'art puisse exister, ça dit quand même qu'il y a un projet politique qui est pas très favorable à l'existence de l'art de manière générale. Plutôt de droite ou plutôt de gauche, ce projet ? Je ne veux pas idéaliser la gauche non plus en termes de politique culturelle. Il y a clairement des politiques culturelles de gauche et de droite qui ne sont pas les mêmes de tout temps. Pour de vrai, il y a aussi des villes où la droite n'a pas fait pire que la gauche en termes de financement de la culture, en tout cas, jusqu'à présent. Les projets de politique culturelle de gauche et de droite ne sont pas les mêmes, et ceux de gauche sont beaucoup plus intéressants que ceux de droite. Je ne veux pas tourner autour du pot. Après, il y avait aussi une sorte de consensus jusqu'à une époque pas si lointaine, il me semble, où, quel que soit le bord politique des élus, quand ils finançaient la culture, c'était dans l'idée que un territoire a besoin de lieux culturels, sans trop forcément mettre le nez de manière interventionniste sur ce qui se passait dans les lieux. Et aujourd'hui, cette barrière-là, elle a un peu tombé. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que pour revenir aux fermetures de lieux, toi, il y a des lieux que tu as vu fermer et ça t'a fait du mal, et évidemment, aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui... Mixart Myris, c'était un peu le premier que j'ai vu où il y avait une vraie volonté politique que ça ferme, quoi. C'était assumé, quoi, que ce lieu gênait. Donc il y avait vraiment ça qui était assez impressionnant dans la fermeture de ce lieu-là. Et puis il y a des prétextes aussi qui ont été pris, un peu comme pour le Grand Rond. On a quand même l'impression de prétextes tout à fait. Administratifs ou autres. Oui, où ça a été bien monté pour qu'il n'y ait pas d'issue possible, quoi. C'est aussi un lieu pour le spectacle vivant, avec beaucoup de compagnies qui sont passées par ce lieu-là. Côté théâtre, il y a aussi le Hangar qui a fermé récemment. On parle de formation professionnelle aussi, qui sont détricotés, qui est un lieu de résidence et de formation professionnelle. Le conservatoire théâtre est aussi en très mauvaise posture. Enfin, c'est assez impressionnant comment les politiques actuelles ont parlé de comment ça empire. Il y a un côté d'assumer, vraiment. C'est vraiment une politique volontaire. Parce que je pense qu'il y a sans scrupule, quoi. Voilà, parce qu'il y a une culture qui n'est pas celle-là, et qui suffirait aux Toulousains. Tu parlais tout à l'heure de parler au nom des Toulousains, qui suffirait aux Toulousains avec à base de certains festivals et de certaines expos qui suffiraient. En termes de lieux, aujourd'hui, si on veut avoir un petit peu cet esprit justement qui assume le fait que la musique c'est politique, que l'art c'est politique, et qu'on veut entendre aussi
un certain type de discours. Quels sont les lieux aujourd'hui, en dehors évidemment du Ravelin, quels sont les lieux, parce que je sais que il y a 3 lieux autogérés. Vous ne fonctionnez pas, voilà. Non, voilà, le Ravelin, vous n'êtes pas un bar, c'est une entreprise. Voilà, ouais. Non, il y a vraiment 3 lieux autogérés qui fonctionnent encore. Alors, on ne sait pas pour combien de temps pour certains. Il y a la Chapelle, bien évidemment. Qui est en danger. Voilà. On sera à la Chapelle bientôt avec TV Bruit. On espère que ça tiendra. Après, il y a le local Pic Mill, qui est à Saint-Cyprien, qui font beaucoup de choses sur le spectacle et les concerts, avec une petite cantine de quartier populaire vegan aussi. Et en plus petit encore derrière, pas loin de Pic Mill, il y a le Caméléon, qui est un petit bar autogéré qui propose concerts et spectacles vivants aussi, à très petit. Voilà, mais tout ça, ce sont des lieux autogérés, autofinancés. Et la mairie n'aide pas beaucoup en ce moment, surtout pour la Chapelle. Oui, bien sûr, il y a une vraie question. Et puis, en termes de... Alors, comment on fonctionne pour ne pas être en concurrence et plutôt en réseau quand on est sur un bar où il y a des programmations? Alors, déjà, il y a des bars qui sont identifiés avec des genres musicaux plus ou moins présents. Donc, ça permet de faire un premier tri, on va dire, des groupes. Mais entre vous... Et après, on est dans sur le Toulouse. Voilà, mais entre les bars et les associations, entre les bars, on est quand même pas mal d'associations à Toulouse. On est entre 10 et 15, si je dis pas de bêtises, d'associations organisatrices. Il y a un gros tissu associatif culturel. Et do it yourself. Et il y a de moins en moins de lieux. Mais par contre, les associations et les lieux, on se connaît tous. On travaille tous ensemble. Et on essaye, en fait, on discute, faut communiquer. On a un agenda partagé entre pas mal d'assos et de lieux où on peut voir qui cale quoi comme date pour essayer de pas trop se monter sur les pieds. Mais bon, au bout d'un moment, avec autant d'associations et si peu de lieux, on arrive Vous marchez sur les pieds un petit peu. Avoir des doublons ou des triplons, non, je sais même pas comment on dit. Des triplous. Voilà, ça arrive qu'il y ait des soirées où on peut avoir 2-3 concerts sur des genres assez proches, mais... Oui, moi, en tant que consommatrice, en tout cas, j'ai cette difficulté parfois de me dire, cette semaine-là, il y a beaucoup. C'est très saisonnier aussi. Là, on rentre dans le cœur de la programmation. C'est mars, avril, mai, juin, c'est là où il y a le plus de concerts, avec septembre, octobre, novembre. Donc voilà, là les mois vont être chargés. Là, il suffit de lire à Toulouse le Distorama, qui a un agenda concert, par exemple, qui est autogéré. Et là ils ont du mal à rentrer toutes les dates pour les mois à venir. C'est à la fois super. Ah, il y a Gouard qui vient s'installer avec nous, je pense qu'il a des trucs à dire. Je te tends directement le micro. Ouais, et en fait, il y a un truc qui me turlupinait un peu tout à l'heure. Il y avait avant, alors je sais pas, ils font peut-être pas trop parler d'eux, mais il y a un réseau, je crois, des musiques actuelles, un truc un peu officiel qui doit être basé au Métronome. Je sais pas en fait si ça existe encore ou quoi. Du coup, j'ai un gros doute. Avec des gens qui travaillent, qui sont même sans doute salariés de la mairie. J'imagine Métronome, oui. Il me semble que de mémoire, c'est même un réseau qui doit avoir genre 70 salles, un truc comme ça, de musique actuelle, je parle. Mais c'est vrai que même le Métronome, je ne sais pas combien de concerts ils font par mois, ou je ne sais pas s'ils en font beaucoup ou pas, mais on entend plus parler des bars de centre-ville et tout ça. Et je voudrais savoir quel regard tu as sur cette culture un petit peu qui coexiste avec vous. Ouais. Si elle existe encore, parce que elle existe toujours, si, ouais, les SMAC sont très actives. Le Métronome est une SMAC par exemple, mais il y a un choix. Les SMAC, c'est scène de musique actuelle. Voilà, mais ce sont des salles en fait financées par les collectivités et l'État pour promouvoir la culture et la musique actuelle. Mais ça reste des endroits en fait où il y a une vraie sélection de la musique. Tout le monde n'y a pas accès. Tu n'as pas de groupe en fait très peu connu ou déjà pour faire le premier filtre, si les groupes ne sont pas affiliés à la SACEM, ils ne vont pas en SMAC, je pense. Nous, on fait jouer que des groupes qui ne sont pas à la SACEM, par exemple. On est sur des réseaux très différents. Et pourtant, malgré tout, vous faites tourner des groupes qui viennent de l'étranger. Voilà, mais nous, on fait tourner des gros groupes, des gros groupes sur nos secteurs, bien sûr. Hein. Mais oui, mais ces gros groupes-là sont aussi l'habitude de tourner dans les petites salles en Europe, par exemple. Et tu crois que la différence essentielle, ça va être que les groupes qui vont jouer sur ces SMAC ou au Métronome, par exemple, est-ce que c'est des groupes dont tous les gens qui montent sur scène sont salariés, intermittents, alors que chez vous, ça va être que des amateurs, c'est ça? Oui, je pense, ouais. Je ne peux pas trop parler pour les SMAC parce que je suis vraiment pas dedans. Mais je pense que tous les groupes qui jouent en SMAC sont au moins semi-pro. Et donc pour passer de l'un à l'autre, comment ça se passe pour les... Je pense que c'est compliqué. Et je pense que si on n'a pas de réseau, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut avoir une volonté déjà de percer dans le grand public de manière professionnelle et de faire le jeu des médias. Parce que si on ne fait pas le jeu des médias, on n'est pas mis en avant. Voilà, et je pense qu'il y a une partie du réseau, que ce soit familial ou professionnel, qui doit jouer aussi, quoi. Mais, je voudrais peut-être conclure cet épisode sur la question du punk dans ta vie. Donc
Donc on a bien compris que c'était à la fois politique, culturelle et une façon aussi d'organiser... D'être droit dans ses bottes, ouais, on va dire. Et d'organiser ton activité. Oui. C'est-à-dire que voilà, tu sais ce qui relève d'un salariat ou d'une aventure professionnelle et ce qui relève du reste. Et il y a un choix, bien sûr, de faire un pas de côté, comme tu le disais, hors SACEM, hors subvention, hors grand réseau de grandes salles, etc. Est-ce que tu penses que c'est... Quel est l'apport, du coup, du punk dans la vie culturelle ? Alors, l'apport du punk dans la vie culturelle. Ouais. Qu'est-ce que je dirais ? Dans la vie culturelle toulousaine. Oui, toulousaine. Ah, attends, j'aurais dû. En plus, on réduit le champ des possibles. Non, c'est de proposer en fait des choses un petit peu alternatives à la culture, on va dire, dominante. Voilà, c'est juste que... Il y a un public pour ça. Il y a un public, oui, il y a un public pour ça à Toulouse. Je croyais que le public, il préférait aller voir Big Flo et Oli, moi. Voilà, on n'a pas des grandes salles, on n'a pas des grands lieux à Toulouse, mais on peut remplir quand même les lieux. Vous remplissez les... Non, voilà, mais c'est juste que... À chaque concert, vous remplissez ? Quasiment ou pas ? Alors nous, ça va, on va pas se plaindre. On peut faire entre 60 et 400 personnes selon les lieux et les soirées. Ok. Voilà, et c'est pareil pour les associations amies, hein, mais... Non, c'est juste de pouvoir en fait proposer des groupes qui ne sont pas mis en avant par les salles qui sont gérées par la mairie ou par des privés, voilà. Tout simplement, nous on veut juste en fait faire en sorte que des groupes du monde entier puissent tourner indépendamment de leur appartenance et à des réseaux. Et le danger qui pourrait planer là-dessus, c'est évidemment la fermeture des lieux. Alors c'est le plus grand danger parce que s'il n'y a plus de lieu, en fait, il n'y a plus d'organisation. On ne va pas leur donner d'idées. Non, surtout pas. Mais en termes de public, excuse-moi, quand tu voulais rajouter quelque chose. C'est pour ça que c'est important d'avoir des lieux qui sont aussi subventionnés, mais ouverts et sans mainmise derrière sur la programmation. Mais c'est aussi important de continuer à avoir des lieux autogérés où on peut proposer ce qu'on veut. Voilà. De liberté totale. Oui, la question du public. Il y a cette question de quelle culture, etc. Est-ce qu'il y a un public pour une culture qui serait peut-être même politique, critique d'un certain système, etc. Ou est-ce que vous avez du mal à remplir les salles ? Alors nous, ça va très bien. Oui. Non, il y a du monde où on a vraiment une belle saison. Ça a mis du temps à remonter après le Covid. Il y a vraiment eu un effet, une dynamique un peu particulière. Mais là, depuis la saison dernière, c'est vraiment bien reparti et on se fait vraiment... Alors, c'était volontaire parce que c'était potentiellement la dernière saison du Théâtre du Grand Rond. Donc, on a vu les choses en grand, mais il y a du monde tout le temps. Enfin, c'est vraiment une belle saison. J'ai eu du mal à trouver des places pour... quelle est la place du punk dans ta vie, Jérôme ? La place du punk dans ma vie. On finira là-dessus. Non, je dois avouer qu'elle n'est pas extrêmement forte, la place du punk dans ma vie, en tant que consommateur culturel, en tout cas. Si le punk est synonyme de liberté... Mais par contre, oui, voilà, c'est la place de la musique punk dans ma vie est faible, pour être tout à fait honnête. Par contre, il y a certaines vertus du punk, comme le do-it-yourself ou la liberté, ou la dimension libertaire, qui, elles, ont beaucoup plus de place dans ma vie et dans mes pratiques artistiques, ça c'est certain. Donc la force du punk, c'est sûrement qu'il contribue aussi à perpétuer dans la société des choses qui dépassent le punk, en fait, qui ont peut-être besoin du punk pour exister, mais qui irriguent aussi bien au-delà du punk. Ouais, c'est ça. Il faut faire peut-être autrement, différemment, ou continuer à être en lutte. On va s'arrêter là pour cet épisode. Est-ce qu'à moins que vous ayez quelque chose à ajouter ? On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre sur les réseaux, de nous liker, de vous abonner et de faire tout ce qu'il faut. Merci Sacha, Gouard, Sophie. Alors, Beryl a disparu parce que trop de tout. Merci Quentin, Jérôme. À bientôt. Merci. Bisous. Merci.